Dans l'entrepôt silencieux de Toulon, le dossier échappa presque des mains de Camille Durand lorsque les doigts, marqués par le temps de l'amiral Dupont, effleurèrent l'air près de son encre effacée. 15 ans de silence, 15 ans à se cacher comme une simple employée civile. Et maintenant, ce moment était arrivé. L'entrepôt se figea quand le plus décoré des officiers de la Marine nationale ôta lentement sa casquette sans détourner les yeux de l'encre qui la marquait comme l'une des chevalières de fer. Ce qui allait suivre détruirait sa nouvelle vie, ou redonnerait enfin un sens au sacrifice accompli sous les eaux sombres tant d'années auparavant. Avant de continuer, merci d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour illuminer ma journée et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. La planche à pince glissa des mains tremblantes de Camille Durand lorsque les doigts marqués par le temps de l'amiral Jean-Baptiste Dupont effleurèrent l'air à quelques centimètres du tatouage estompé sur son avant-bras gauche. 20 années de dissimulation, 20 années à prétendre n'être qu'une simple employée de l'entrepôt logistique. Et ce moment était enfin arrivé. Le vaste hangar s'était figé dans un silence dense, alors que le plus décoré des officiers de la flotte méditerranéenne retirait lentement sa casquette, ses yeux ne quittant jamais l'encre qui avait marqué Camille comme l'une des chevaliers de fer. Ce qui allait suivre pouvait soit anéantir la nouvelle vie qu'elle avait patiemment construite, soit donner enfin un sens au sacrifice qu'elle avait consenti sous les eaux sombres si longtemps auparavant. Camille Durand avait perfectionné l'art de l'invisibilité au cours des 15 dernières années. Dans l'immense entrepôt de la base navale de Toulon, elle évoluait comme un fantôme entre les rangées métalliques, débordant de matériel et de provisions, son registre serré contre elle comme une armure fragile. Le béton résonnait du pas pressé des jeunes marins qui considéraient cet endroit comme une simple escale, un détour obligé avant d'embarquer sur les frégates ou les sous-marins. Pour eux, Camille n'était qu'une ombre dans la chaîne logistique, aussi discrète et impersonnelle que les néons blafards qui soulignaient ses traits pâles. À 42 ans, elle possédait cette présence effacée qui faisait que les regards glissaient sur elle dans une salle bondée. Ses laids cheveux châtains étaient ponts et toujours tirés en un chignon réglementaire, et son uniforme flottait sur une silhouette autrefois athlétique, mais désormais assouplie par les années de travail sédentaire. Elle parlait d'une voix mesurée lorsque le devoir l'exigeait, répondant brièvement de manière à décourager toute tentative de conversation. Les autres contractuels civils avaient depuis longtemps renoncé à l'inviter à leur café partagé ou à leur rencontre après le service. Mais il y avait un détail qui parfois éveillait la curiosité des plus jeunes marins. Sur son avant-bras gauche, juste sous le coude, s'étendait un tatouage d'encre effacé par le temps. L'encre s'était brouillée, ses lignes nettes transformées en contours vagues. Pour les observateurs occasionnels, cela ressemblait exactement à ce qu'un quartier-maître arrogant avait un jour déclaré en se moquant. Un vieux gribouillage fait dans un bar louche de Marseille. « Alors, Durand » lança-t-il un mardi après-midi monotone. « Vous l'avez fait faire par un artiste aveugle, ce tatouage. On dirait qu'il a utilisé ses pieds. » Ses camarades avaient éclaté de rire. Camille, elle, avait continué à compter les caisses d'un ton neutre, comme si les paroles n'avaient jamais existé. Cette moquerie s'était répétée inlassablement au fil des rotations. Chaque été, quand les manches retroussées laissaient entrevoir l'encre délavée, un nouveau plaisantin lançait la même blague. Elle encaissait tout avec la patience d'une femme qui avait appris à transformer l'humiliation en silence. Ce qu'ils ignoraient, ce que personne à Toulon n'imaginait, c'est que cette encre n'avait rien d'un ornement de mauvais goût. C'était une marque d'honneur que moins de 20 personnes au monde avaient jamais reçue. Elle était le sceau des chevaliers de fer, l'unité la plus secrète et la plus redoutée de la Marine nationale. Experts en démolition sous-marine et opérations clandestines, ils agissaient dans les zones grises, là où les doctrines officielles ne suffisaient plus, et où la France devait se protéger sans jamais apparaître. Camille avait reçu ce tatouage 15 ans plus tôt sur un quai battu par la pluie à Brest, quelques heures avant la mission qui allait les rendre légendaires et qui, en même temps, allait les condamner. L'artiste était un ancien nageur de combat, un vétéran au regard dur qui comprenait le poids de l'encre qu'il traçait. « Ce signe t'accompagnera jusqu'à ta tombe », avait-il soufflé à chacun d'eux. Ce n'est pas une décoration, c'est une promesse. Cette promesse, Camille l'avait respectée, même lorsque tout le reste s'était effondré. Depuis la dissolution des Chevaliers de Fer,
Camille Durand avait appris à se rendre invisible, à s'effacer derrière des gestes mécaniques et des habitudes monotones. L'entrepôt de la base navale de Toulon était devenu sa prison et son camouflage à la fois. Chaque matin, elle franchissait les grilles à 06h45, 15 minutes avant le début officiel de son service. Toujours la même tasse blanche entre les mains, toujours le même pas mesuré. À force, on aurait pu régler une montre sur sa ponctualité. Les jeunes marins allaient et venaient avec le rythme des affectations. Certains passaient à peine quelques semaines à Toulon avant de rejoindre une frégate ou un sous-marin. D'autres attendaient leur mutation comme une délivrance. Pour eux, l'entrepôt n'était qu'une étape, un couloir ennuyeux avant la vraie mer. Camille, elle, ne passait jamais. Elle était là, tous les jours, silhouette effacée parmi les caisses et les registres, un rouage que plus personne ne remarquait. Sa chef directe, un certain capitaine de frégate Besson, avait appris à ne pas poser de questions. Les rapports de Camille étaient toujours impeccables, les inventaires juste au boulon près, les procédures suivies avec une rigueur qui frôlait l'obsession. Besson se doutait bien qu'elle avait un passé militaire. Cela se voyait dans sa manière de se tenir, de marcher, d'exécuter les tâches avec une discipline instinctive. Mais il ne posait pas de questions. Dans la marine, mieux valait parfois ne pas savoir. Pour les civils du service, Camille était une collègue polie, compétente, mais distante. Elle ne participait pas aux cafés partagés, ne venait pas aux anniversaires et encore moins aux soirées dans le vieux port de Marseille où l'on riait fort en vidant des bouteilles de pastis. Elle se contentait de quelques mots, d'un hochement de tête, puis repartait dans son silence. On disait qu'elle était froide, qu'elle ne savait pas vivre. La vérité était bien différente. Camille vivait chaque seconde comme une mission de couverture. Ne rien montrer, ne rien dire, ne rien laisser échapper. Son appartement, au nord de Marseille, reflétait la même austérité. Meubles standards, aucun bibelot, aucune photo personnelle, tout pouvait être emballé en moins d'une heure. Dans une cachette, derrière une plaque de ventilation, dormait un passeport, des liasses de billets, quelques faux papiers et un petit revolver soigneusement huilé. Si jamais l'ordre tombait, Camille pouvait disparaître dans la nuit sans laisser derrière elle autre chose que des murs nus et des clés sur la table. Pourtant, il y avait un rituel dont elle ne s'était jamais défaite. Chaque année, à la même date, elle s'asseyait seule devant le miroir de sa salle de bain et posait son doigt sur l'encre tatouée. Elle se souvenait alors des visages de ses camarades, Martin, l'explosif de l'équipe, toujours en train de plaisanter avant de plonger, Aurore, qui calculait les trajectoires comme une ingénieure de génie, Delaunay, silencieux, mais dont les yeux bleus fixaient à la mer comme si elle lui appartenait. Tous avaient disparu, engloutis dans les zones d'ombre de la politique. Officiellement, l'opération Marée Noire n'avait jamais eu lieu. Officiellement, Camille Durand était morte lors d'un entraînement en Atlantique. Officiellement, les chevaliers de fer n'avaient jamais existé. Et pourtant, chaque nuit où elle enfilait ses baskets pour courir sur la corniche, chaque fois qu'elle plongeait discrètement dans une crique isolée pour nager une heure entière sans pause, son corps se souvenait. Ses muscles, son souffle, ses réflexes n'avaient rien oublié. La discipline n'était pas seulement une habitude, c'était une bouée de sauvetage. Tant que Camille gardait sa routine, elle restait debout, intacte. Mais derrière ce calme apparent, l'isolement rongeait. Le silence de son appartement ressemblait parfois à une cellule. Les rares interactions qu'elle s'autorisait étaient avec des livres, des romans d'aventure, des traités techniques et les quelques sourires échangés avec des inconnus dans un marché. Et puis, il y avait les moqueries des jeunes recrues. Elle ne la blessait pas comme elle l'aurait dû, au contraire, elle confirmait que sa couverture fonctionnait parfaitement. Si même un matelot fraîchement arrivé croyait qu'elle n'était qu'une civile ratée, alors son secret était bien gardé. Pourtant, certains soirs, en fixant l'encre dans le miroir, Camille ressentait autre chose qu'un simple camouflage. Elle se souvenait du moment où le tatoueur l'avait achevée, où la douleur de l'aiguille s'était mêlée à la fierté de rejoindre l'élite. Ce n'était pas un ornement, c'était une promesse gravée dans sa chair, et cette promesse, qu'elle le veuille ou non, n'était pas morte. Dans l'entrepôt de Toulon, le quotidien suivait un rythme immuable, ponctué par le claquement métallique des caisses et le bourdonnement sourd des chariots élévateurs. Pour Camille Durand, chaque journée ressemblait à la précédente. Des formulaires à remplir, des équipements à enregistrer,
Des inventaires à vérifier. C'était une routine qu'elle avait façonnée comme une seconde peau, une monotonie rassurante qui lui permettait de rester invisible. Mais cette invisibilité avait un prix. Les jeunes marins qui passaient par l'entrepôt la remarquaient parfois, et pas pour sa compétence. Non, ce qui attirait leur œil, c'était toujours ce fichu tatouage, ce vieux dessin délavé qui ornait son avant-bras gauche. « Hé, Durand !» lança un quartier-maître un jour d'été, son ton dégoulinant d'arrogance. « C'est quoi ça ?» Un souvenir d'une soirée trop arrosée à Marseille? Un éclat de rire avait suivi, rebondissant contre les murs de béton. D'autres marins s'étaient approchés, flairant une distraction bienvenue au milieu des registres et des caisses. « On dirait un dessin de gosse », ajouta un autre, un sourire moqueur aux lèvres. Franchement, c'est censé représenter quoi? Une encre ou une fourchette tordue? Camille n'avait pas levé les yeux. Son stylo continuait de glisser sur la feuille, traçant des chiffres, cochant des cases. Ses lèvres restaient closes, ses traits figés dans une neutralité impassible. C'était sa technique. Ne pas répondre, ne jamais donner prise. Comme face à un sonar ennemi, le silence valait la survie. Les moqueries étaient devenues une sorte de rituel. Chaque nouvelle recrue qui découvrait l'encre floue sur son bras s'essayait au même genre de blague. Et chaque fois, Camille restait de marbre. À force, certains abandonnaient, déconcertés par son indifférence. D'autres persistaient, croyant qu'il finirait par la faire réagir. Aucun n'y était parvenu. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette encre délavée n'était pas une plaisanterie. Ce n'était pas un souvenir de jeunesse, ce n'était pas une erreur. C'était un signe, un sceau qu'aucun d'eux n'aurait jamais le droit de porter. L'encre des chevaliers de fer. Seule une poignée d'hommes et de femmes avait à groupe survécu à l'entraînement qui donnait droit à ce marquage. Un programme conçu pour briser les corps et les esprits, pour éliminer tous ceux qui n'avaient pas la force d'endurer. 6 candidats sur 10 abandonnaient dès les premières semaines. Les autres apprenaient à plonger des heures entières, à poser des charges explosives en apnée, à se battre dans des conditions où la moindre erreur signifiait la mort. Camille se souvenait encore de la nuit où elle avait reçu son tatouage. Brest, pluie battante, un quai désert où le vent hurlait comme une bête. Le tatoueur, un ancien nageur de combat au visage ravagé, leur avait fait passer chacun à tour de rôle. L'aiguille vibrait, le sang coulait par gouttes fines. « Ce signe n'est pas décoratif », avait-il murmuré. « C'est un serment, un engagement qui ne s'efface jamais. » Camille avait serré les dents, sentant l'aiguille gravée plus que de l'encre. Elle y inscrivait son identité, son destin. Ses camarades de l'époque avaient partagé le même silence grave. Ils savaient tous ce que signifiait cette encre. Ce n'était pas un souvenir à exhiber dans les bars. C'était une cicatrice choisie, un symbole de sacrifice à venir. Et ces sacrifices n'avaient pas tardé. Quelques semaines plus tard, on leur avait confié une mission dont l'ombre planait encore sur Camille. L'opération Marée Noire. 3 jours sous l'eau, dans les profondeurs hostiles, à poser des charges sur des navires ennemis. 3 vaisseaux avaient sombré dans la Méditerranée orientale, engloutissant avec eux des cargaisons d'armes qui auraient pu déclencher une guerre ouverte. Officiellement, les naufrages avaient été attribués à des défaillances mécaniques et à une mer agitée. Officieusement, c'était l'œuvre des chevaliers de fer. Mais ce triomphe avait signé leur arrêt de mort. L'opération Marée Noire devait rester gravée dans la mémoire de Camille Durand comme le sommet de sa carrière et le commencement de sa chute. Tout avait commencé par une convocation discrète, dans une salle sans fenêtre, au cœur de la base de Brest. Autour de la table, 7 silhouettes familières, ses camarades des chevaliers de fer. Devant eux, des cartes maritimes couvertes de tracés rouges et un officier au visage fermé qui exposait les objectifs avec une froideur glaciale. 3 navires, annonça-t-il, transporteurs d'armements sophistiqués destinés à un pays officiellement neutre. Si ces cargaisons arrivent à destination, l'équilibre de la Méditerranée sera compromis. Votre mission, les neutraliser sans laisser de traces. Aucun d'entre eux n'avait posé de questions. Il s'avère que leur rôle n'était pas de discuter, mais d'agir. Camille, alors lieutenant de vaisseau, avait été désigné chef d'équipe. Sa spécialité en ingénierie navale la rendait indispensable pour planifier le sabotage. Le plan exigeait une précision chirurgicale. Approche sous-marine, équipement modifié pour ne laisser aucun signal électronique, charge placée au point exact de vulnérabilité. Le tout devait sembler accidentel. Une avarie mécanique, une fatalité de la mer.
Pendant 3 jours, ils avaient rampé dans les ténèbres liquides, leur corps tendu à l'extrême, surveillant les faisceaux des sonars ennemis qui balayaient les fonds comme des lames de lumière. Le froid mordait leurs muscles, les heures d'apnée les épuisaient, mais personne ne fléchissait. Chaque bulle d'air, chaque battement de cœur pouvait signifier la fin. Camille se rappelait encore le moment où ses doigts avaient fixé la dernière charge, collée au ventre métallique d'un navire gigantesque. Le compte à rebours s'était enclenché dans son esprit. Elle avait senti la vibration sourde de l'explosif résonner jusque dans sa poitrine. Puis l'explosion, étouffée par des tonnes d'eau, avait fracturé la coque comme un jouet d'étain. En l'espace de 2 heures, 3 navires avaient disparu sous les flots. Les radars ennemis avaient crié, les sirènes avaient hurlé, mais il était trop tard. La mer avait tout englouti. C'était une victoire parfaite, une œuvre invisible, mais une victoire trop parfaite, car dès le lendemain, les chancelleries s'agitaient, les journaux parlèrent d'une série d'accidents étrangement rapprochés. Les services de renseignement étrangers faisaient le lien, soupçonnant la main d'une puissance navale. Et à Paris, dans les bureaux capitonnés du ministère de la Défense, l'inquiétude montait. Reconnaître officiellement l'opération aurait signifié admettre un acte de guerre. La nier, c'était accepter le mensonge, tout en portant le poids d'un secret brûlant. La décision fut rapide et implacable. Les chevaliers de fer devinrent une menace politique. Leur efficacité les rendait trop visibles, trop dangereux pour la diplomatie. En moins de 6 mois, l'unité fut dissoute. Un par un, les membres furent convoqués pour des entretiens à huis clos. Certains acceptèrent de disparaître, d'adopter de nouvelles identités. D'autres refusèrent et furent poursuivis pour des faits qui officiellement n'avaient jamais existé. Camille n'apprit jamais ce qu'il était advenu de ceux-là. Elle, on lui offrit un choix cruel, s'effacer ou être sacrifiée, mourir juridiquement comme officier ou mourir socialement en prison. Elle choisit l'effacement. Ainsi, Camille Durand naquit, et l'officier qu'elle avait été, la plongeuse d'élite, la tacticienne brillante, la chef d'unité respectée, fut rayée des registres, déclarée disparue en mer lors d'un banal exercice d'entraînement. Mais l'encre sur son bras restait là, et chaque fois qu'elle la regardait, elle se souvenait, elle avait été l'une des chevaliers de fer, et rien, pas même la volonté de l'État, ne pouvait effacer cette vérité. La transition vers sa nouvelle vie avait été orchestrée avec une efficacité glaçante. Des agents du renseignement l'avaient prise en charge dès son retour de mission, l'avaient enfermée dans une chambre d'hôtel anonyme et lui avaient détaillé, dossier à la main, la procédure qui allait effacer Sophie Chen pour faire naître Camille Durand. Nouveau nom, nouveau numéro de sécurité sociale, nouveau parcours universitaire fabriqué de toutes pièces et toutes pièces, une carrière civile banale inscrite dans des archives falsifiées. Ils avaient pensé à tout. Factures d'électricité antérieures, relevés bancaires, anciens contrats de location inventés mais vérifiables. Comme si Camille Durand avait toujours existé, quelque part dans l'ombre. Le jour où on lui remit sa nouvelle carte d'identité, elle s'était sentie comme étrangère à elle-même. La photo montrait le même visage, mais les lettres en dessous racontaient une autre histoire. Une histoire banale, d'une femme sans éclat, sans passé militaire, sans cicatrice invisible. Camille s'était installée à Marseille, dans un appartement modeste au nord de la ville. Son existence devint réglée, austère, presque ascétique. Elle conduisait une petite voiture discrète, payait son loyer à temps, faisait ses courses au même supermarché chaque semaine. Personne ne se souvenait d'elle, personne ne posait de questions. C'était exactement le but. À la base navale de Toulon, elle trouva un emploi de contractuel civil dans l'entrepôt logistique. Un travail simple, administratif, que personne ne regardait de près. Pour Camille, c'était parfait. Chaque formulaire rempli, chaque inventaire bouclé était une nouvelle couche de camouflage. Elle se montrait irréprochable dans son rôle. Les rapports étaient précis, les délais respectés, les inventaires impeccables. Son supérieur, le capitaine de frégate Besson, la considérait comme une collaboratrice idéale. Jamais en retard, jamais malade, jamais un mot de travers. Fiable était le seul adjectif qu'il utilisait à son sujet. Mais derrière cette façade, Camille entretenait la discipline de son ancienne vie. Chaque matin, avant l'aube, elle courait sur la corniche, profitant de l'obscurité pour cacher la fluidité presque militaire de ses mouvements. Certains soirs, elle nageait seule, dans une calanque isolée,
ses bras fendant l'eau avec la même précision que jadis. Dans l'immeuble, elle fréquentait la petite salle de sport aux heures creuses, veillant à ne jamais laisser paraître la force et l'endurance qu'elle entretenait en secret. Chez elle, tout était organisé comme une base arrière. Ses possessions se réduisaient au strict nécessaire. Ses affaires pouvaient être emballées en une demi-heure. 3 sacs étanches, prêts à partir, contenaient vêtements, argent liquide, faux papiers, matériel de survie. Si l'ordre venait ou si la couverture craquait, Camille pouvait disparaître en moins d'1 heure. Mais cette existence réglée était aussi une solitude étouffante. Pas d'amis proches, pas de famille, pas de confidence. Les autres contractuels l'invitaient parfois à des repas collectifs, à des sorties, mais elle refusait toujours poliment. Elle s'était bâtie une muraille de distance, convaincue que la moindre intimité représentait un risque. Le soir, dans son appartement silencieux, elle lisait des livres techniques ou des romans d'espionnage, comme pour se rappeler qu'il existait encore un monde où ses compétences avaient du sens. Mais souvent, elle refermait le volume pour fixer son reflet dans le miroir. L'encre tatouée sur son bras la regardait comme un reproche. Ce n'était pas une décoration, c'était une cicatrice volontaire. Et malgré toutes ses précautions, malgré le rôle qu'elle jouait avec une discipline parfaite, Camille savait au fond d'elle-même qu'on ne s'efface jamais totalement. Un jour, d'une manière ou d'une autre, son passé la rattraperait. Chaque année, à la même date, Camille Durand disparaissait du monde pour quelques heures. Personne ne remarquait son absence. C'était un jour banal, perdu dans le flot des inventaires et des procédures. Mais pour elle, c'était un pèlerinage intérieur. Ce jour-là, elle ne sortait pas. Elle éteignait son téléphone et s'enfermait dans son appartement. Sur la petite table de sa cuisine, elle posait une bougie, puis elle déroulait une vieille serviette, usée à force d'avoir été pliée et repliée, et elle déposait son avant-bras dessus, celui où s'étendait l'encre délavée. Elle fixait l'encre brouillée, comme si, à force de concentration, les contours pouvaient redevenir nets comme au premier jour. Et les visages revenaient. Martin, avec son rire tonitruant qui résonnait même sous l'eau. Aurore, qui calculait tout jusque dans les détails les plus infimes, et qui trouvait toujours une solution. Delaunay, silencieux, solide comme un roc, qui plongeait dans les abysses comme d'autres, marche dans un jardin. Ils étaient là, autour d'elle, invisibles mais présents. Les chevaliers de fer avaient été dissous, effacés des registres, mais pas de sa mémoire. Elle se souvenait de chaque mission, de chaque respiration partagée dans les profondeurs, de chaque tension de corde avant une explosion. Elle se souvenait aussi de la dernière fois où elle avait vu certains d'entre eux. Un regard échangé, un signe de tête, et puis plus rien. Elle se demandait parfois ce qu'ils étaient devenus, ceux qui avaient accepté l'exil, comme elle, ceux qui avaient refusé et qui avaient été brisés par la machine judiciaire. Elle n'avait jamais eu de réponse. Ses anciens camarades étaient devenus des fantômes dispersés dans le monde, chacun portant en silence le même fardeau. Cette solitude était la partie la plus lourde de son existence. Pas de camarades, pas de confidence, pas même le droit de prononcer les noms de ceux qui avaient partagé son destin. La couverture exigeait le silence total. On lui avait répété, lors de son débriefing final, « Si vous croisez l'un d'eux par hasard, détournez le regard. Vous ne le connaissez pas. Lui non plus. Votre sécurité dépend de ce mensonge. » Camille avait hoché la tête, consciente que la règle était nécessaire. Mais au fond, cette idée la rongeait. Elle se souvenait d'avoir cru apercevoir une fois, à la gare de Lyon, un homme dont la démarche avait la même précision militaire que celle de Delaunay. Elle n'avait pas cherché à vérifier. Elle s'était détournée, obéissant à l'ordre. Mais son cœur avait battu comme lors d'une mission. Le soir de cette date particulière, elle ne cherchait pas à étouffer les souvenirs. Elle les laissait venir, un par un, jusqu'à ce que la pièce soit pleine d'ombres familières. Elle revivait leurs voix, leurs regards, leurs gestes. Elle se souvenait du froid mordant de la Méditerranée, du goût métallique de l'air comprimé dans ses poumons, des explosions étouffées qui résonnaient comme des coups de tonnerre sous l'eau. Puis, elle soufflait la bougie, et l'appartement retombait dans son silence glacé. Le monde reprenait ses droits, et Camille redevenait l'employée discrète de la base navale de Toulon. Mais, dans son cœur, la date était gravée comme une cicatrice, parce que l'opération Marée Noire n'avait pas seulement englouti 3 navires. Elle avait aussi englouti sa vie.
ses camarades, et la possibilité d'un futur normal. Et chaque année, en fixant l'encre tatouée, Camille se souvenait, elle était encore l'une d'eux. Même si le monde l'avait rayée, même si son nom avait été effacé, l'encre sous sa peau continuait de dire la vérité. Le quotidien de Camille Durand, à l'entrepôt de la base navale de Toulon, semblait figé dans une routine sans fin. Les journées s'enchaînaient avec la même mécanique, formulaire tamponné, caisse inventoriée, signature vérifiée. Rien ne changeait, sinon les visages des jeunes marins qui défilaient sans cesse, affectés à la logistique avant de rejoindre d'autres horizons. Pour eux, Camille n'était qu'une silhouette discrète, une employée civile sans relief. Certains la respectaient par simple politesse, d'autres l'ignoraient totalement. Mais il y avait toujours ceux qui trouvaient en elle une cible facile pour leurs plaisanteries. Le plus persistant d'entre eux s'appelait matelot de première classe Lefebvre. À peine arrivé, il avait pris l'habitude de tourner autour de son bureau comme un chien excité, flairant la moindre occasion de se moquer. L'encre tatouée sur son bras lui servait de prétexte idéal. « Alors, Durand » lança-t-il un matin en désignant son avant-bras. « Ça, c'est quoi ? Un souvenir de prison. Ou bien vous l'avez gagné dans une fête foraine. » Ses camarades éclatèrent de rire. Camille, imperturbable, continua de vérifier sa liste de pièces détachées, comme si elle n'avait rien entendu. Lefebvre insista, amusé par son silence. « Non mais sérieusement, ça veut dire quoi ce truc ? On dirait que c'est dessiné par un gosse. » Encore des rires. Camille resta de marbre. Sa technique était rodée. Aucune réaction. Ne pas lever les yeux, ne pas froncer les sourcils, ne rien laisser transparaître. Comme face à une rafale de projecteurs ennemis, le silence et l'immobilité étaient ses meilleures armes. Les moqueries revenaient régulièrement, toujours sur le même ton. Lefebvre improvisait des histoires absurdes. « Je parie que vous avez fait ça bourré, un soir, dans un bar de Marseille. Ou alors, c'est un marin ivre qui vous a marqué au couteau, non ?» Chaque fois, les autres riaient. Chaque fois, Camille demeurait impassible. Son écriture restait régulière, ses gestes précis. Elle ne donnait rien, absolument rien, à quoi ils auraient pas pu s'accrocher. Mais derrière son masque impassible, elle ressentait parfois une étrange ironie. Car dans leur ignorance, ces gamins confirmaient la perfection de sa couverture. Si même un marin formé ne voyait dans son tatouage qu'un dessin maladroit, alors son secret était sauf. Pourtant, une part d'elle bouillonnait, pas de colère, pas de honte, mais une douleur sourde, celle de voir l'encre, symbole d'unité, de sacrifice et de gloire clandestine, réduite à une plaisanterie de caserne. Elle se souvenait de la nuit pluvieuse à Brest, du sang qui avait coulé le long de son bras quand l'aiguille avait tracé ce dessin. Elle se souvenait des regards graves de ses camarades, de la promesse silencieuse qu'ils avaient faite ensemble, ne jamais faillir, ne jamais trahir. Et maintenant, cette promesse, visible aux yeux de tous, n'était plus qu'un objet de raillerie pour des garçons trop jeunes pour comprendre ce que signifiait risquer sa vie dans l'ombre. Camille encaissait, toujours. Mais le soir, dans le miroir de sa salle de bain, elle posait son doigt sur l'encre et laissait les souvenirs remonter. Elle se rappelait le froid de l'eau, la tension d'une mission, la fierté muette d'avoir accompli l'impossible. Là, dans le silence de son appartement, l'encre retrouvait son sens, et Lefebvre, avec ses moqueries d'adolescent, n'était plus qu'un bruit de fond, aussi insignifiant que le vent qui siffle sur les quais. Le rôle de civil anonyme ne suffisait pas à endormir l'instinct de Camille Durand. Même si le monde la croyait disparue en mer, même si l'État l'avait rayée de ses registres, son corps et son esprit restaient en alerte. Elle vivait comme une ombre, mais une ombre entraînée, prête à bondir au moindre signal. Chaque matin, bien avant que la ville de Marseille ne s'éveille, elle quittait son appartement avec ses baskets usées et descendait vers la corniche. L'air marin fouettait son visage. Les lampadaires éclairaient faiblement l'asphalte humide. Elle courait toujours le même trajet, une boucle parfaitement chronométrée, qu'elle répétait comme un rituel. Ses foulées étaient régulières, calculées pour maintenir un rythme cardiaque optimal. Pas un pas de plus, pas un pas de moins. Aux yeux d'un passant, elle n'était qu'une femme cherchant à garder la forme. Mais derrière cette routine se cachait un entraînement de précision. Tous ses parcours incluaient des montées, des sprints, des portions de récupération. Elle notait mentalement ses temps, ses distances, ses sensations. Rien n'était laissé au hasard. Certains soirs, elle s'éloignait du port et gagnait une crique isolée.
Là, elle se déshabillait rapidement, rangeait ses vêtements dans un sac étanche et plongeait dans l'eau noire. Pendant 1 heure, parfois plus, elle nageait sans pause, ses bras découpant les vagues avec la même force qu'autrefois. L'eau salée engourdissait ses muscles, mais elle avançait, encore et encore, jusqu'à ce que ses poumons brûlent. Ce n'était pas seulement un exercice physique, c'était un rappel. Dans ces moments, elle redevenait l'officière des chevaliers de fer, la plongeuse d'élite capable de survivre là où d'autres auraient abandonné. À l'intérieur de son appartement, elle entretenait un autre rituel. Le salon, meublé de manière spartiate, se transformait chaque soir en salle d'entraînement improvisée. Pompe, abdos, traction sur une barre fixée au cadre de la porte, série de gainages interminables. Tout cela en silence, sans musique, sans distraction. Seule, la respiration mesurée rythmait ses efforts. Mais ce n'était pas qu'une question de muscles. Camille entretenait aussi sa vigilance mentale. Elle observait tout. Dans la rue, elle repérait les visages qui revenaient trop souvent. Dans le bus, elle choisissait toujours une place qui lui permettait de voir la sortie. Dans son immeuble, elle connaissait par cœur le bruit de chaque serrure, le pas de chaque voisin. Le moindre changement déclenchait une alerte dans son esprit. Cette hypervigilance avait un prix. Elle ne dormait jamais profondément. Son revolver, rangé dans une cache dissimulée sous une latte du plancher, n'était jamais à plus de 2 mètres d'elle. Elle avait mémorisé des itinéraires de fuite, des points de rendez-vous hypothétiques, des refuges possibles. Personne ne l'avait poursuivie depuis des années, mais Camille vivait comme si le danger pouvait surgir à chaque instant. Les rares moments où elle relâchait la pression étaient trompeurs. Une promenade sur le marché, un café pris en terrasse, un sourire échangé avec un inconnu. Pendant quelques minutes, elle goûtait à l'illusion d'une vie normale, mais dès qu'elle rentrait, l'illusion s'effondrait. Elle reprenait ses exercices, vérifiait ses caches, comptait ses munitions. Elle se savait prisonnière de cette double existence, civile effacée le jour, soldate fantôme la nuit. Mais au fond, c'était la seule manière pour elle de rester debout. Car si elle abandonnait l'entraînement, si elle relâchait son attention, alors elle accepterait vraiment d'être morte, comme les registres l'affirmaient. Et Camille Durand n'était pas morte. Pas encore. Camille Durand vivait chaque journée comme une mission sous couverture. Son appartement de Marseille n'était pas seulement un lieu de vie, c'était une base temporaire, conçue pour être abandonnée à tout moment. Rien n'y avait de valeur sentimentale. Pas de photos, pas de souvenirs, pas d'objets qu'elle aurait hésité à laisser derrière elle. Tout ce qu'elle possédait se réduisait à l'essentiel, soigneusement organisé, prêt à disparaître avec elle. Dans une cage dissimulée derrière une grille de ventilation, 3 sacs étanches attendaient. Le premier contenait de l'argent liquide, des papiers falsifiés et un petit revolver qu'elle entretenait avec une minutie militaire. Le deuxième regroupait des vêtements pratiques, une trousse médicale et quelques rations compactes. Le troisième, plus léger, abritait uniquement du matériel de survie, une lampe frontale, un couteau pliant, des allumettes étanches, une couverture de survie. En moins d'1 heure, Camille pouvait quitter Marseille et disparaître sans laisser de traces. Son quotidien était rythmé par ses préparatifs invisibles. Chaque trajet vers la base navale était différent. Parfois, elle prenait le bus, parfois elle marchait, parfois elle empruntait un itinéraire plus long en vélo. Elle s'assurait que personne ne la suivait, observait les visages dans les reflets des vitrines, notait les voitures qui revenaient trop souvent. La moindre répétition déclenchait un signal d'alerte dans son esprit. Même à l'intérieur de la base, elle gardait cette vigilance. Elle connaissait le bruit des pas de ses collègues, les habitudes des marins, les horaires des rondes de sécurité. Elle savait quel chariot élévateur faisait un grincement particulier, quelle serrure claquait plus fort que les autres. Le moindre détail inhabituel était analysé, classé, mémorisé. Ses collègues voyaient en elle une femme distante, absorbée par ses registres. Mais en réalité, chaque fois que Camille posait son stylo, son regard balayait la pièce avec la précision d'un radar. Elle notait la position des sorties, la hauteur des fenêtres, la présence d'objets pouvant servir d'armes improvisées. C'était une habitude qu'elle n'avait jamais perdue, une seconde nature. Cette vigilance permanente avait un prix. Les nuits de Camille étaient courtes, hantées par des réveils en sursaut. Elle vérifiait toujours 2 fois la serrure de sa porte, alignait ses chaussures de manière à pouvoir les enfiler en quelques secondes, gardait un couteau de plongée à portée de main sur sa table de chevet.
Elle ne dormait jamais profondément. Un bruit trop sec, une voix trop forte dans la rue suffisaient à la tirer du sommeil, son cœur battant comme en mission. Au marché, elle choisissait toujours une place dos au mur. Dans les cafés, elle s'asseyait près de la sortie, son regard balayant les entrées. Dans le métro, elle observait les reflets dans les vitres, notant qui descendait, qui montait, qui regardait trop longtemps. Ce n'était pas de la paranoïa gratuite. Camille savait que le passé ne restait jamais enterré. Elle avait appris que les fantômes du renseignement réapparaissaient toujours, tôt ou tard. Peut-être que quelqu'un, quelque part, se souvenait encore de l'opération Marée Noire. Peut-être que d'anciens ennemis cherchaient encore des responsables. Peut-être même que son propre pays déciderait un jour que la couverture n'était plus nécessaire. Alors, elle vivait dans cette tension constante entre deux mondes, celui d'une employée anonyme de la base navale et celui d'une combattante fantôme, toujours prête à s'éclipser à la moindre alerte. Chaque soir, en refermant sa porte, elle murmurait à voix basse, presque comme une prière. Pas encore. Pas ce soir. Et le lendemain, elle recommençait. Chaque année, le même jour, Camille Durand se retirait du monde. C'était une date invisible pour les autres, perdue dans le calendrier militaire, comme n'importe quel autre jour de service. Mais pour elle, c'était une cicatrice qui revenait saigner, une blessure qu'elle entretenait volontairement. Ce jour-là, elle ne se rendait pas à la corniche pour courir, ni dans une crique pour nager. Elle restait enfermée dans son appartement, tirant les rideaux, éteignant son téléphone, coupant toute communication avec l'extérieur. La ville pouvait continuer de bruire autour d'elle, les voitures éroulaient, les sirènes retentirent, Camille se repliait dans un silence absolu. Sur la petite table de sa cuisine, elle déposait une bougie blanche et une vieille boîte métallique. À l'intérieur, quelques objets qu'elle n'avait jamais osé jeter. Une paire d'oreillettes de plongée usées, une médaille qui ne figurait dans aucun registre, un bout de corde effiloché qu'elle avait conservé comme un talisman. Elle disposait ses reliques avec soin, comme un autel improvisé, puis elle déroulait la manche de son bras gauche et posait ses doigts sur l'encre tatouée. Alors les visages revenaient, Martin, le blagueur invincible, dont les rires résonnaient même dans les profondeurs glacées. Aurore, la stratège, qui avait toujours une solution quand tout semblait perdu. Delaunay, le roc, dont le silence rassurait plus qu'un discours. Et d'autres encore, dont les noms s'effacèrent parfois sous la poussière du temps, mais dont les gestes, les regards restaient gravés dans sa mémoire. Elle se souvenait de leurs voix dans les écouteurs, brèves, concentrées, toujours à la limite du souffle. Elle revoyait leurs silhouettes disparaître dans l'eau sombre, des bulles argentées s'élevant derrière eux. Elle revivait leurs regards la dernière fois qu'ils s'étaient vus, ces signes muets d'une fraternité qui dépassait tout. Le destin de ses camarades restait un mystère. Certains avaient accepté de disparaître, comme elle. Ils vivaient peut-être quelque part, sous une autre identité, dans une autre ville, effacée du monde. D'autres avaient refusé, et on les avait brisés. Mais comment? En prison? En exil? Camille n'avait jamais eu de réponse. Leur unité avait été dissoute avec une brutalité froide. Les liens avaient été coupés, les dossiers effacés, les survivants dispersés comme des cendres au vent. Parfois, elle croyait reconnaître une démarche, une silhouette, un regard au détour d'une rue. Un homme dans une gare qui marchait avec la même assurance que Delaunay. Une femme sur un marché dont la voix rappelait Aurore. Mais elle détournait toujours le regard, comme on le lui avait ordonné. Si vous les croisez, vous ne les connaissez pas. La règle était simple, implacable. Et pourtant, chaque fois, son cœur s'emballait, comme si un fil invisible se tendait entre elle et un passé interdit. Lors de ces journées de mémoire, Camille s'autorisait à pleurer, pas bruyamment, pas longtemps, mais des larmes silencieuses qui coulaient sans qu'elle cherche à les retenir. Elle savait que personne ne les verrait. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une manière de survivre, de rappeler que les chevaliers de fer n'avaient pas totalement disparu. Quand la bougie se consumait jusqu'à sa base, elle soufflait doucement la flamme. Alors le silence retombait, les visages s'éloignaient, redevenaient des fantômes. Camille rangeait soigneusement les objets dans leur boîte, la refermait et la glissait de nouveau sous une latte du plancher. Le lendemain, elle redevenait l'employée discrète de la base navale de Toulon. Personne ne se doutait qu'elle portait en elle des souvenirs capables d'ébranler l'histoire.
Mais tant qu'elle honorait ce rituel, ses camarades n'étaient pas vraiment morts. Tant qu'elle se souvenait, les chevaliers de fer vivaient encore, au moins dans une seule mémoire. Les jours reprenaient à leur cours à la base navale de Toulon. Après son rituel de mémoire, Camille Durand se replongeait dans sa routine, comme si rien n'avait eu lieu. Les registres, les caisses, les inventaires, autant de tâches anodines qui masquaient la profondeur de son passé. Mais cette banalité n'était jamais totale. Toujours, quelqu'un trouvait le moyen de percer la façade, pas par clairvoyance, mais par moquerie. Le plus insistant de ces perturbateurs restait Lefebvre, le matelot de première classe. Son arrogance juvénile emplissait l'entrepôt comme une musique trop forte. Il aimait se donner en spectacle devant les autres recrues, transformant Camille en cible idéale. « Hé, Durand !» lança-t-il un matin, « vous avez oublié de sourire aujourd'hui. Vous devriez essayer, ça vous donnerait presque l'air humaine. » Un éclat de rire parcourut le groupe. Camille, fidèle à elle-même, continua de cocher ses cases sur le registre. Sa plume ne trembla pas. Ses yeux ne quittèrent pas la feuille. Lefebvre s'approcha, flairant une opportunité de provoquer davantage. « Et ce tatouage ?» reprit-il sérieusement. « Ça me fascine. On dirait un logo mal imprimé. Franchement, qui fait encore des encres comme ça ?» Ses camarades ricanèrent, secouant la tête. Certains lançaient des regards amusés, d'autres, plus mal à l'aise, préféraient détourner les yeux. Tous savèrent que Camille ne répondrait pas. C'était devenu un jeu. Combien de blagues pouvait-il lancer avant que l'ombre de l'entrepôt ne réagisse enfin? Mais Camille ne réagissait jamais. Sa respiration restait régulière, ses gestes précis. C'était une discipline apprise au prix de sa jeunesse, gravée dans sa chair. Les mots de Lefebvre glissaient sur elle comme des balles sur une coque blindée. Ce silence, paradoxalement, énervait encore plus le jeune matelot. Il avait besoin d'une réaction pour exister. L'indifférence de Camille l'effaçait, le réduisait à ses propres rires forcés. Alors il redoublait d'efforts, inventant des histoires absurdes. Vous savez quoi? À mon avis, elle s'est fait tatouer ça en prison, avec une aiguille rouillée et de l'encre de stylo. Pas vrai, Durand? De nouveau, les rires éclatèrent. Camille, implacable, termina sa liste, referma son dossier et s'éloigna calmement, comme si rien n'avait été dit. Certains marins, plus observateurs, commençaient à se demander si ce silence n'était pas, en réalité, une forme de force. Ils voyaient, dans la manière de Camille, de rester impassible quelque chose de troublant, presque intimidant. Lefebvre, lui, refusait d'admettre cette impression. Pour lui, Camille restait une cible commode, une manière de briller aux yeux des autres. Mais derrière ces plaisanteries, il y avait une vérité que ni lui ni aucun de ses camarades ne soupçonnait. L'encre qu'il tournait en dérision était un sceau d'élite, un serment de sang. Si Camille avait voulu, elle aurait pu réduire Lefebvre au silence en une fraction de seconde. Ses réflexes, ses compétences, sa froideur entraînée, tout était encore intact. Mais elle se contentait d'attendre, d'observer. Car Camille savait que ce genre de jeune matelot disparaissait toujours. Un jour, Lefebvre serait affecté ailleurs, loin de Toulon, et son souvenir s'évaporerait comme tant d'autres. Mais elle resterait, fidèle à son ombre, à son silence, à son rôle d'invisible. Et pourtant, chaque fois que les rires résonnaient dans l'entrepôt, elle sentait une brûlure intérieure. Pas de honte, pas de colère, mais une douleur sourde, celle de voir son histoire, son honneur, réduit à une blague de caserne. Le soir, en se regardant dans le miroir, elle posait de nouveau son doigt sur l'encre. Et elle se souvenait. Pas des rires, mais des visages de ses camarades. Pas des blagues, mais des serments échangés dans la nuit pluvieuse de Brest. Elle était une chevalière de fer. Et rien, ni les sarcasmes d'un Lefebvre, ni l'oubli volontaire de l'État, ne pouvaient effacer cela. Les nuits de Camille Durand étaient des champs de bataille silencieux. Tant que le jour régnait, elle pouvait jouer son rôle, l'employée discrète, invisible, parmi les registres et les caisses de la base navale de Toulon. Mais, quand l'obscurité s'installait et que le bruit du port s'éteignait, il ne restait plus que la vérité, brute et nue. Dans son appartement, elle suivait toujours le même rituel. Elle s'asseyait devant le miroir, déroulait lentement la manche de son uniforme civil et laissait apparaître l'encre tatouée. L'encre délavée, brouillée par le temps, ressemblait aux cicatrices qu'on ne peut plus effacer. Pour le monde, ce n'était qu'un dessin raté, une plaisanterie bonne à alimenter les sarcasmes des jeunes matelots. Pour elle,
C'était l'ultime preuve de son existence passée, le rappel que rien n'avait été un rêve. Elle fixait longtemps ce symbole, parfois des heures entières. Les souvenirs montaient comme des vagues, inexorables. Elle revoyait Brest, le quai battu par la pluie, la douleur de l'aiguille qui perçait sa peau, et les regards graves de ses camarades alignés à ses côtés. Ce soir-là, ils avaient juré sans un mot. L'encre ne marquait pas seulement leurs bras, elle marquait leur destin. Dans ces moments nocturnes, Camille se laissait envahir par la mémoire de ses frères et sœurs d'armes. Elle revoyait Martin, toujours à plaisanter avant une plongée pour masquer la peur. Aurore, calculant chaque paramètre comme si sa vie en dépendait. Et c'était souvent le cas. Delaunay, dont le silence avait plus de poids que n'importe quel discours et qui plongeait dans les abysses comme dans un sanctuaire. Elle murmurait parfois leurs prénoms, à voix basse, comme une prière qu'elle s'adressait à elle-même. Les syllabes emplissèrent l'appartement silencieux, résonnant contre les murs nus. Personne n'entendait, mais ces noms suffisaient à chasser l'oubli. Ils étaient morts pour le monde, peut-être même réellement morts, mais pour elle, ils respiraient encore, à travers ces murmures nocturnes. Puis revenaient les images plus sombres. L'opération Marée Noire, la vibration sourde des charges fixées sur les coques ennemies, le grondement étouffé des explosions sous-marines, la silhouette d'un navire basculant dans les flots. Elle se souvenait de la fierté glaciale qui avait traversé l'équipe quand tout avait fonctionné à la perfection. Mais surtout, elle se souvenait de la suite, les regards inquiets des supérieurs, les murmures politiques, les décisions froides qui avaient rayé leur unité de l'histoire. C'est dans ces nuits-là que Camille ressentait le plus fortement son double exil. Le monde extérieur la croyait morte, ses supérieurs la croyaient effacée. Et elle vivait dans l'entre-deux, prisonnière d'une identité fabriquée, survivante d'une vie qui n'existait plus. Elle se levait souvent en pleine nuit, incapable de dormir. Elle vérifiait ses caches, sortait ses sacs d'urgence, comptait son argent liquide, inspectait son revolver. Tout devait être prêt, toujours. Car si un jour on frappait à sa porte, elle devait avoir une longueur d'avance. Elle imaginait souvent ces scénarios, une convocation officielle, une voiture noire garée devant l'immeuble, un appel anonyme. Elle savait que ce moment finirait par arriver. Et au fond d'elle, une vérité inavouable persistait. Elle le souhaitait presque. Car derrière la peur de voir son passé ressurgir, il y avait une attente. L'attente qu'on reconnaisse enfin ce qu'elle avait été. L'attente qu'on lui rende sa place. Car vivre comme Camille Durand, employée civile invisible, c'était survivre sans exister. Alors elle fixait l'encre jusqu'à ce que ses paupières se ferment d'épuisement. Et dans ses rêves, elle redevenait ce qu'elle avait toujours été. Une chevalière de fer, plongeuse d'élite, ombre des profondeurs. Une femme que même le temps et l'oubli n'avaient pas réussi à effacer. Un matin de printemps, l'atmosphère de la base navale de Toulon changea imperceptiblement. Les allées bétonnées furent nettoyées avec plus de soin, les drapeaux hissés plus tôt que d'habitude, et les officiers se multiplièrent dans les couloirs, ajustant leurs uniformes avec une nervosité inhabituelle. Pour la plupart des employés, cela ne signifiait qu'une chose, l'arrivée d'un supérieur d'importance. Camille Durand, comme toujours, était déjà dans l'entrepôt, plongée dans ses registres, quand elle remarqua l'agitation. Les bruits de bottes résonnaient plus fort que d'ordinaire, les ordres claquèrent dans l'air comme des coups de fouet. Elle savait ce que cela signifiait. Une inspection. Elle en avait vu des dizaines au cours de sa carrière militaire, mais cette fois, elle ne devait être qu'une spectatrice invisible. Elle aurait dû rester concentrée sur ses formulaires, mais une part d'elle s'était tendue, instinctivement. Ces visites n'étaient jamais anodines. Les officiers supérieurs observaient tout, parfois d'un simple regard, et Camille redoutait toujours que quelqu'un, quelque part, reconnaisse en elle plus que ce qu'elle prétendait être. Peu après 9 heures, la rumeur parcourut les hangars comme une vague. L'amiral Jean-Baptiste Dupont était arrivé. Son nom suffisait à imposer le silence. Officier respecté, décoré, stratège redouté, Dupont incarnait à lui seul la marine française moderne. Sa carrière s'étendait des sous-marins nucléaires aux opérations diplomatiques les plus délicates. Là où il posait le pied, chacun se redressait. Camille observa discrètement la scène depuis son poste, un stylo entre les doigts. L'amiral avançait entouré de 2 officiers d'état-major. Grand, le visage marqué par les années mais le regard vif, il inspectait chaque recoin avec une attention glaciale. Ses yeux semblaient transpercer les murs, chercher la moindre faille.
Le capitaine de frégate Besson, nerveux, accompagnait la délégation. Il présentait l'entrepôt avec zèle, énumérant chiffres et procédures, insistant sur la rigueur de ses équipes. L'amiral écoutait sans un mot, hochant parfois la tête, notant mentalement les détails. Camille baissa les yeux sur son registre, feignant l'indifférence. Elle savait qu'il valait mieux ne pas attirer l'attention. Pourtant, son instinct lui criait que ce jour-là, les choses ne se dérouleraient pas comme les autres. Les pas résonnaient de plus en plus près. L'amiral Dupont et sa suite pénétrèrent dans l'entrepôt. Le silence s'imposa aussitôt. Les jeunes marins, d'ordinaire bruyants, se tenaient droits comme des statues. Même Lefebvre, d'habitude si prompt à plaisanter, semblait crispé. Camille sentit le souffle de l'air changer lorsque l'amiral passa devant elle. Elle garda les yeux baissés, mais elle savait qu'il la regardait. Pas elle en tant qu'employée civile, mais elle dans son entièreté, comme si son masque pouvait se fissurer sous la simple intensité de ce regard. Le cœur battant, elle força sa main à continuer d'écrire, comme si de rien n'était. Chaque seconde s'étirait. Les pas ralentirent, puis s'arrêtèrent. Camille sentit une présence à quelques mètres d'elle. Un silence lourd s'installa, comme suspendu. Elle releva finalement les yeux, et elle croisa le regard de l'amiral Jean-Baptiste Dupont. Dans ce regard, il n'y avait ni curiosité, ni soupçon. Il y avait une reconnaissance, brève, mais incontestable, comme si, derrière l'uniforme civil et la façade d'anonymat, il voyait autre chose, quelque chose qu'il connaissait. Camille sentit ses muscles se tendre. Avait-il remarqué son tatouage, son maintien, ou bien avait-il simplement deviné? Peu importait, dans ce silence, elle comprit que sa couverture venait de vaciller, et pourtant, rien ne fut dit. L'amiral détourna les yeux et poursuivit sa visite, laissant derrière lui une tension brûlante. Camille, elle, savait. Quelque chose venait de changer. « Ami, je vous demande une petite minute d'attention. Si vous avez regardé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires le mot de code « Camille ». Ainsi je saurai qui suit l'histoire avec une attention particulière. » L'inspection continua, mais pour Camille Durand, le temps s'était figé. L'amiral Dupont avait croisé son regard, et ce bref échange avait suffi à fissurer le mur qu'elle entretenait depuis 15 ans. Elle replongea aussitôt dans son registre, cherchant refuge dans les colonnes de chiffres, mais son esprit tournait à toute vitesse. Avait-il réellement reconnu quelque chose, ou n'était-ce qu'une impression, le fruit de sa paranoïa permanente? Elle tenta de reprendre le contrôle de sa respiration, de se persuader que rien n'avait changé. Mais le destin avait décidé autrement. Quelques minutes plus tard, la délégation revint sur ses pas, le capitaine Besson débitant ses chiffres, comme une mitraillette, cherchant à impressionner. Dupont, lui, restait silencieux, observant. Son regard fouillait chaque recoin de l'entrepôt, chaque détail, comme s'il cherchait plus qu'une simple irrégularité logistique. Et puis, soudain, il s'arrêta. Camille, accroupie devant une pile de caisses qu'elle vérifiait, n'eut pas le temps de se préparer. En relevant un carton, sa manche glissa, découvrant son avant-bras nu. Et l'encre, floue mais toujours visible, apparut en pleine lumière. Le silence tomba aussitôt dans l'entrepôt. Même les jeunes recrues qui plaisantaient d'ordinaire se figèrent, sentant la tension électrique emplir l'air. L'amiral Dupont ne bougeait plus. Ses yeux s'étaient accrochés à l'encre. Il s'approcha lentement. Ses officiers d'état-major échangèrent des regards surpris, ne comprenant pas ce qui attirait soudain son attention. Le capitaine Besson, mal à l'aise, commença une phrase pour meubler le silence, mais l'amiral leva la main d'un geste sec. Camille sentit son cœur battre comme lors d'une infiltration. Elle aurait voulu tirer sa manche, masquer le tatouage, détourner l'attention. Mais c'était trop tard. L'encre était là, exposée, brûlante sous le regard de Dupont. Il s'accroupit légèrement, ses yeux fixés sur l'encre délavée. Son visage resta impassible, mais Camille lut dans l'ombre de ses traits un éclair de reconnaissance. Pas une simple curiosité, une certitude. Il savait ce que cela signifiait. Le silence s'épaissit encore. Les jeunes marins observèrent la scène, perplexes. Pour eux, ce n'était qu'un vieux tatouage ridicule. Pourquoi l'amiral, figure respectée et redoutée, s'attardait-il sur un détail si insignifiant? Dupont, lui, savait. Il savait que ce dessin n'avait rien d'ordinaire, que l'encre, dans ce style particulier, n'était pas une fantaisie de bar,
mais un signe de ceux qui avaient appartenu à l'unité la plus secrète et la plus redoutée de la marine, les chevaliers de fer. Le regard de l'amiral se leva enfin pour croiser celui de Camille. Un instant, tout disparut. L'entrepôt, les caisses, les recrues figées. Il n'y avait plus que lui et elle, deux survivants de mondes différents, mais liés par un même secret. Camille ne dit rien. Elle soutint son regard, droite, immobile, comme au temps où elle attendait les ordres d'un supérieur avant une mission. Dans ses yeux, Dupont lut la confirmation de ce qu'il devinait déjà. Alors, dans un geste simple mais lourd de sens, il ôta lentement sa casquette. Il la tint contre sa poitrine et inclina la tête. Pas un salut officiel, pas un protocole militaire. Un hommage. L'instant dura à peine quelques secondes, puis il remit sa casquette, se redressa et tourna les talons, reprenant l'inspection comme si rien ne s'était passé. Mais pour Camille, tout avait changé. Lorsque l'amiral Jean-Baptiste Dupont remit sa casquette et reprit sa marche, l'atmosphère dans l'entrepôt sembla se relâcher d'un coup. Les jeunes recrues échangèrent des regards confus, persuadés qu'il ne s'était rien passé de particulier. Pour elles, ce n'était qu'une inspection un peu plus longue que d'habitude, un détail insignifiant, relevé par un supérieur pointilleux. Mais pour Camille Durand, chaque seconde de ce bref échange résonnait comme un séisme silencieux. Car ce qu'il venait de faire n'avait rien d'anodin. Le geste de l'amiral, ôter sa casquette et incliner la tête, n'appartenait à aucun protocole militaire. C'était un salut personnel, un hommage discret que seuls ceux qui savaient pouvaient comprendre. Et Camille savait qu'il savait. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle referma son registre. Elle tenta de maîtriser son souffle, de reprendre son rôle d'ombre anonyme, mais son esprit bouillonnait. Depuis 15 ans, personne n'avait jamais reconnu l'encre sur son bras pour ce qu'elle était. Elle n'avait jamais vu dans un regard autre chose que la moquerie ou l'indifférence. Mais en un instant, tout avait basculé. L'amiral Dupont n'avait pas besoin de mots. Son geste suffisait. Il avait identifié le symbole. Il avait compris. Et surtout, il avait choisi de l'honorer au lieu de le dénoncer. Le reste de l'inspection se déroula comme si rien ne s'était passé. Les officiers accompagnaient Dupont dans les allées, notant ses observations, répondant à ses rares questions. Le capitaine Besson, toujours nerveux, multipliait les explications techniques, ignorant que son supérieur venait de percer un secret enfoui. Camille, elle, continuait son travail, mais chaque bruit lui semblait lointain. Chaque mot résonnait comme à travers un brouillard. Elle sentait encore le poids de ce regard, l'écho de ce geste. Son cœur battait fort, pas de peur, mais d'une étrange certitude. Le temps de l'anonymat touchait à sa fin. Quand la délégation quitta l'entrepôt, les conversations reprirent, timides d'abord, puis plus détendues. Les marins relâchèrent pour l'indique la pression, certains plaisantant à nouveau, d'autres soufflant de soulagement. Lefebvre, fidèle à lui-même, trouva le moyen de faire une remarque. « Vous avez vu ? L'amiral a fixé le vieux tatouage de Durand comme si c'était un chef-d'œuvre. Peut-être qu'il a mauvais goût. Qui sait ? » Les rires fusèrent. Camille ne réagit pas. Mais intérieurement, elle sentit l'ironie la transpercer, si seulement il savait. Elle termina sa journée comme d'habitude, en rangeant ses dossiers avec une minutie méticuleuse, en notant les dernières références dans son registre. Mais chaque geste était imprégné de la conscience nouvelle que son camouflage n'était plus intact. Quelqu'un, quelque part, connaissait la vérité. Le soir, de retour dans son appartement, elle referma sa porte et s'adossa contre le battant, les yeux clos. Elle revit la scène encore et encore, l'amiral qui s'arrête, qui s'incline, qui rend hommage à l'encre des chevaliers de fer. Ce n'était pas un hasard, pas une coïncidence. Elle alluma la petite lampe de son salon, roula sa manche et contempla de nouveau le tatouage. Cette fois, elle ne se sentit pas seule. Le regard de Dupont avait suffi à raviver quelque chose qu'elle croyait éteint. Une reconnaissance, un lien avec le passé. Une preuve qu'elle n'était pas qu'un fantôme. Camille comprit que ce geste, aussi discret fût-il, changeait tout. Elle n'était plus invisible. Elle avait été vue, reconnue, saluée. Et il n'y aurait pas de retour en arrière. La nuit qui suivit l'inspection fut l'une des plus longues que Camille Durand ait jamais connues. Dans son appartement marseillais, elle tourna en rond comme une lionne en cage. Elle vérifia ses caches, sortit ses sacs d'urgence, compta son argent liquide,
vérifia le chargeur de son revolver, ses gestes étaient mécaniques, presque automatiques, comme s'ils suffisaient à contenir la tempête intérieure. Mais rien n'y faisait. L'image de l'amiral Dupont, s'inclinant devant son tatouage, revenait sans cesse. C'était un symbole lourd, un message silencieux qui l'avait frappé en plein cœur. 15 années de camouflage venaient de s'effondrer en une seconde. Et ce n'était pas le regard moqueur d'un Lefebvre ou la curiosité d'un collègue. C'était celui d'un amiral, l'un des plus hauts gradés de la marine nationale. Camille comprenait ce que cela signifiait. Elle avait été identifiée. Reconnaissance ne rimait pas forcément avec danger, mais dans son monde, cela revenait au même. Son secret n'en était plus un. Et désormais, tout dépendait de ce que Dupont déciderait d'en faire. Elle tenta de se raisonner, peut-être ne dirait-il rien, peut-être se contenterait-il d'avoir reconnu le symbole et de le garder pour lui. Mais l'instinct, celui qui l'avait sauvé tant de fois sous l'eau ou en mission, criait le contraire. Un homme comme Dupont n'agissait jamais sans raison. Son geste n'était pas un hasard, il avait choisi de la saluer. Il avait choisi de lui envoyer un message. Et quel message ? Était-ce un avertissement ? Une invitation ? Une convocation déguisée ? Camille passa des heures assise à sa table, l'encre sous les yeux. Elle se remémorait la manière dont il l'avait regardée, avec une intensité calme, presque respectueuse. Il ne l'avait pas dénoncée, il ne l'avait pas ignorée, il l'avait reconnue. Ce simple geste avait suffi à raviver en elle une certitude qu'elle avait essayé d'enterrer. Elle n'était pas vraiment sortie du jeu. Au petit matin, épuisée mais incapable de dormir, elle reprit sa routine. Course sur la corniche, nage dans une crique isolée, exercice dans son salon. Chaque geste était plus nerveux que d'ordinaire, comme si son corps cherchait à se préparer à une épreuve imminente. Elle se sentait à nouveau comme avant une mission, tendue, alerte, incapable de penser à autre chose qu'au prochain mouvement. Au travail, le contraste fut saisissant. Les marins bavardaient, riaient, Lefebvre reprit ses plaisanteries habituelles. Rien n'avait changé en apparence. Mais pour Camille, chaque bruit, chaque regard, chaque déplacement prenait une signification différente. Elle s'attendait presque à voir surgir l'amiral à chaque coin de couloir, ou à recevoir une convocation officielle. Le capitaine Besson passa la voir dans la matinée. « Durand, dit-il distraitement, bon travail sur les inventaires d'hier. » L'amiral était satisfait. Ces mots la glacèrent. Satisfait. L'amiral avait parlé d'elle. Cela confirmait ce qu'elle craignait. Elle n'était plus invisible. Elle hocha simplement la tête, comme à son habitude, mais intérieurement, son esprit s'emballait. Si Dupont avait mentionné son travail, alors il avait déjà ouvert la porte. Et elle savait que, tôt ou tard, il franchirait le seuil. Le soir, de retour chez elle, Camille se regarda longuement dans le miroir. L'encre semblait briller d'une lumière nouvelle, comme si elle venait d'être tracée. Elle se surprit à murmurer « Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ?» Mais elle connaissait déjà la réponse. On ne pouvait pas effacer un serment. On ne pouvait pas effacer les chevaliers de fer. Et l'amiral venait de le lui rappeler d'un simple geste. Camille comprit alors une chose essentielle. Sa vie d'ombre était terminée. Elle avait tenu 15 ans dans l'anonymat. Mais désormais, le passé frappait à sa porte. Et cette fois, elle ne pourrait pas l'ignorer. 2 jours après l'inspection, l'ordre arriva, simple et impersonnel, transmis par le capitaine de frégate Besson. « Durand, dit-il d'un ton neutre, en déposant un dossier sur son bureau, l'amiral souhaite un rapport détaillé sur l'état du matériel de plongée stocké ici. Vous êtes la mieux placée pour vous en occuper. » Camille leva à peine les yeux, maîtrisant parfaitement son expression. Mais à l'intérieur, elle sentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale. Jamais en 15 ans, on ne lui avait demandé autre chose que des inventaires ou des rapports logistiques standards. Et voilà que, soudain, un amiral en personne exigeait une expertise technique d'elle. « Un rapport détaillé ?» demanda-t-elle pour gagner du temps. « Jusqu'à quel niveau ?»« Exhaustif », répondit Besson, visiblement mal à l'aise. « État des combinaisons, entretien des bouteilles, qualité des détendeurs, durabilité des lampes. L'amiral veut une analyse complète, et vite. » Il s'éloigna, laissant derrière lui le dossier. Camille resta immobile quelques instants, fixant la couverture cartonnée. Ce n'était pas un hasard. Dupont savait. C'était un test, soigneusement déguisé en simple requête administrative. Elle ouvrit le dossier et découvrit une série de fiches techniques, de numéros de série, de rapports d'entretien lacunaires.
La plupart des employés auraient voulu bâcler ce travail en recopiant les données existantes. Mais Camille, elle, savait que chaque détail comptait. Ce soir-là, elle emporta le dossier chez elle. Son appartement se transforma en centre de travail improvisé. Sur sa table, elle étala les fiches, sortit ses propres notes, se replongea dans ses souvenirs d'officier. Les gestes revinrent naturellement. Elle analysa la corrosion des métaux à partir des données d'entretien, calcula les marges de sécurité, identifia les failles invisibles dans les procédures. Son esprit, engourdi depuis des années par la routine, se ralluma d'un feu ancien. Elle rédigea comme autrefois. Phrases claires, analyses précises, recommandations implacables. Ces mots n'étaient pas ceux d'une employée civile, mais ceux d'un officier d'élite. Elle proposa des protocoles de maintenance, suggéra des améliorations de conception, cita même des incidents passés qui ne figuraient pas dans les archives officielles, mais qu'elle connaissait pour les avoir vécus. Au fil des heures, elle sentit renaître quelque chose qu'elle croyait mort. Son intellect, sa rigueur, son instinct stratégique reprenaient vie. Elle n'était plus l'ombre anonyme de l'entrepôt. Elle redevenait Camille Durand, chevalière de fer, experte respectée, celle à qui on confiait la vie d'une équipe entière. À l'aube, le rapport était terminé. 50 pages d'analyse, de tableaux, de schémas, de recommandations. Un travail que personne d'autre n'aurait pu produire. Elle relut chaque ligne, corrigea les fautes mineures, ajusta la mise en page, puis elle rangea le tout dans un dossier impeccable, prêt à être remis. Au moment de refermer la chemise cartonnée, elle resta un long instant immobile. Elle savait ce que ce rapport représentait. Ce n'était pas un simple document technique, c'était une déclaration silencieuse. « Je suis encore là. Je n'ai pas disparu. » Lorsqu'elle remit le dossier à Besson, celui-ci fronça les sourcils en voyant l'épaisseur du rapport. « Vous avez pris ça très au sérieux, » dit-il, presque admiratif malgré lui. « Vous m'avez demandé d'être exhaustive, » répondit Camille d'une voix calme. « Je l'ai été. » Besson hocha la tête, impressionné, puis disparut avec le dossier sous le bras. Camille le regarda s'éloigner, son cœur battant plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. Elle savait qu'à présent, ce rapport arriverait entre les mains de l'amiral Dupont, et qu'il y lirait, entre les lignes, la vérité qu'elle avait toujours cachée. Ce n'était plus une question de si, c'était une question de quand. Lorsque Camille Durand remit son rapport, elle pensa d'abord qu'il serait lu en diagonale, classé dans une pile d'archives, puis oublié comme tant d'autres. Mais dès le lendemain, elle comprit que ce dossier n'avait rien de banal. Le capitaine Besson vint la voir, l'air inhabituellement sérieux. « L'amiral Dupont a pris connaissance de votre rapport, » dit-il en la fixant avec une attention qu'il ne lui avait jamais accordée. « Il souhaite des compléments. Il veut que vous détailliez vos recommandations sur les procédures de maintenance et que vous élargissiez l'analyse à l'équipement de plongée opérationnel, pas seulement celui du stock. » Camille sentit son cœur accélérer. Ce n'était pas une demande fortuite, c'était une confirmation. L'amiral testait sa mémoire, ses compétences, sa capacité à raisonner comme l'officier qu'elle avait été. Elle hocha simplement la tête et prit le nouveau dossier. Mais dès qu'elle fut seule, elle s'assit devant sa table, les mains crispées sur la couverture cartonnée. Elle savait que ce travail n'était plus un camouflage. Ce qu'on lui demandait, c'était un aveu déguisé. Elle passa la nuit suivante à écrire. Les phrases coulaient, comme si elles avaient attendu toutes ces années pour sortir. Son vocabulaire changea. Les remarques techniques devinrent des recommandations tactiques. Les observations se transformèrent en directives. Elle rédigea non pas comme une civile consciencieuse, mais comme une officier qui s'adressait à ses supérieurs avant une mission. Chaque ligne portait la marque de son expérience. Elle évoqua la résistance des matériaux en conditions extrêmes, cita les marges de sécurité tolérées lors de plongées prolongées, rappela des incidents survenus en opération réelle, détails que seul un vétéran pouvait connaître. Elle rédigea des schémas de procédure, comparant des modèles d'équipement, anticipant des scénarios d'urgence. À mesure qu'elle écrivait, quelque chose changeait en elle. 15 ans de silence s'effaçaient, remplacés par une voix qu'elle croyait perdue. Ce n'était pas seulement une analyse technique, c'était une démonstration d'autorité, une revendication silencieuse de ce qu'elle avait été. À l'aube, quand elle posa son stylo, elle relut le document. 50 pages s'étaient transformées en 90. Chaque paragraphe respirait la précision, la discipline, la vision stratégique. Ce n'était plus un rapport logistique,
C'était un manuel opérationnel, un plan de bataille. Camille resta un long moment immobile, le regard perdu dans les pages. Elle sentit une émotion qu'elle n'avait plus connue depuis des années, la fierté. Pas la fierté arrogante des jeunes recrues, mais celle, profonde, de l'artisan qui sait que son œuvre est juste. Quand elle remit le dossier, Besson l'accueillit avec un froncement de sourcils. « Encore plus épais ?» s'étonna-t-il. « Vous travaillez comme si c'était destiné à l'état-major. » Camille soutint son regard, neutre. « Vous m'avez demandé de développer, » dit-elle simplement. Mais au fond, elle savait que le destinataire n'était pas Besson, c'était Dupont. Et qu'en lisant ces pages, il verrait clair dans son jeu. Ce soir-là, seule dans son appartement, Camille se regarda dans le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'eut pas l'impression de contempler une civile usée par la routine. Elle vit une femme droite, solide, une combattante. L'encre tatouée sur son bras semblait reprendre des contours plus nets, comme si l'encre effacée s'était ravivée. Elle murmura presque malgré elle « Je ne suis pas morte ». Et dans cette phrase, elle entendit la vérité. L'amiral Dupont l'avait tirée de l'ombre, volontairement. Et à travers ce rapport, elle venait de renaître. Le rapport de 90 pages n'avait pas disparu dans un tiroir comme tant d'autres documents administratifs. Camille le sut dès le lendemain, lorsque le capitaine Besson, inhabituellement crispé, lui transmit un message sec. « Durand, l'amiral Dupont souhaite vous voir, ce soir, dans son bureau. » Camille sentit son estomac se nouer, mais son visage resta impassible. Elle hocha simplement la tête, comme si on lui demandait une tâche banale. Pourtant, à l'intérieur, chaque alarme sonnait. 15 ans à se cacher, et voilà qu'on l'appelait directement par l'autorité la plus haute de la base. La journée sembla interminable. Ses collègues plaisantaient, les recrues continuaient leurs moqueries, mais elle n'entendait rien. Ses pensées tournaient en boucle. Pourquoi ce rendez-vous ? Était-ce un piège, une convocation officielle ou une reconnaissance silencieuse ? À la tombée du soir, elle traversa les couloirs de la base. Les murs gris, les néons froids, tout lui paraissait familier et étranger à la fois. Elle gravit les marches qui menaient au bureau de l'amiral. 2 sentinelles saluèrent, puis la laissèrent entrer. Le bureau était vaste, sobre, illuminé par la lumière orangée du couchant qui filtrait à travers de larges fenêtres donnant sur la rade de Toulon. Derrière un bureau massif, l'amiral Dupont l'attendait, debout, les mains jointes derrière le dos. « Asseyez-vous, Madame Durand, » dit-il calmement. Sa voix n'était ni dure ni douce. Elle portait l'autorité tranquille de ceux qui n'ont pas besoin d'élever le ton pour imposer le respect. Camille s'assit, droite, le regard fixé, attentive à chaque détail. Sur le bureau, son rapport était posé. Les pages étaient à découverte d'annotations, de soulignements. L'amiral l'avait lu avec une attention méticuleuse. « Votre travail est remarquable, commença-t-il, trop remarquable pour une employée civile de logistique. » Il la fixa un long moment, comme pour peser ses mots. Camille ne répondit pas. Le silence était parfois plus sûr qu'une phrase maladroite. « Je me trompe peut-être, » poursuivit-il lentement, « mais vos analyses, vos exemples, vos références, cela ne vient pas d'une simple expérience administrative. Vous écrivez comme un officier, comme quelqu'un qui a vu de près ce dont vous parlez. » Camille soutint son regard. Son cœur battait vite, mais son visage demeurait impassible. Elle savait qu'un mot de travers pouvait signer sa perte. « Je n'attends pas de confession, » ajouta l'amiral en se penchant légèrement, « mais je tiens à vous dire une chose, ce tatouage, je l'ai reconnu, et je sais ce qu'il signifie. » Un silence lourd remplit la pièce. « Les chevaliers de fer, » dit-il enfin. Camille sentit un frisson parcourir son dos. Personne n'avait prononcé ces mots devant elle depuis 15 ans. Ses lèvres restèrent closes, mais ses yeux, malgré elle, trahirent une étincelle. Dupont esquissa un mince sourire presque imperceptible. « Vous voyez, je ne me trompais pas. » Il se rassit, croisa les mains et continua. « Votre unité a été effacée des registres, mais certains d'entre nous savent encore. Et moi, je n'oublie pas. » Camille serra les poings sur ses genoux. « Pourquoi me dire cela ?» murmura-t-elle enfin. L'amiral s'inclina légèrement en avant. « Parce que je n'ai pas besoin d'un fantôme qui se cache derrière des registres. J'ai besoin d'experts, de gens qui comprennent le terrain. Vous avez survécu, vous avez tenu dans l'ombre toutes ces années, mais votre place n'est pas dans un entrepôt. » Ces paroles frappèrent Camille comme des coups de marteau. Elle resta muette, incapable de formuler une réponse. Dupont se leva, contourna son bureau
et vint se placer près de la fenêtre. La lumière du crépuscule découpait sa silhouette. « Je vous demanderai encore des rapports, d'autres analyses, rien de compromettant. Officiellement, vous resterez la même, mais officieusement, je veux voir ce dont vous êtes encore capable. » Il se retourna, son regard croisant à nouveau le sien. « Est-ce clair, Madame Durand ?» Camille inspira profondément. Sa voix, quand elle sortit enfin, était ferme, maîtrisée. « Oui, mon amiral. » Dupont hocha lentement la tête. « Alors nous nous reverrons bientôt. » Quand elle quitta le bureau, ses jambes tremblaient légèrement. Mais dans sa poitrine brûlait une certitude nouvelle. Le passé n'était plus enterré. Il venait de frapper à sa porte, et cette fois, elle l'avait ouvert. Dans les jours qui suivirent son entretien avec l'amiral Dupont, Camille Durand vécut dans un état de tension permanente. Chaque matin, elle reprenait son rôle d'employée discrète, s'effaçant derrière ses registres et ses inventaires. Mais en réalité, tout avait changé. Les regards des autres glissaient encore sur elle comme sur une ombre. Mais désormais, elle savait qu'elle n'était plus invisible. Elle était observée. Les tâches quotidiennes ne suffisaient plus à occuper son esprit. Son rapport circulait quelque part, dans les couloirs du commandement, annoté de la main de l'amiral. Chaque jour, elle s'attendait à recevoir un nouvel ordre, une nouvelle demande déguisée. Et quand, au bout d'une semaine, le capitaine Besson entra dans l'entrepôt avec un dossier marqué d'un sceau rouge, son cœur se mit à battre plus vite. « Durand, dit-il d'un ton forcé, l'amiral souhaite que vous prépariez une présentation pour un comité technique. Rien d'extraordinaire, simplement un état des lieux détaillé. Vous serez convoqué pour un brief interne d'ici quelques jours. » Camille prit le dossier sans rien laisser paraître, mais à l'intérieur, ses instincts militaires explosaient. Un comité technique, un brief interne, elle connaissait ces euphémismes. Ce n'était pas une simple réunion, c'était une épreuve. De retour chez elle, elle étala le contenu du dossier sur sa table. Plan de matériel de plongée, procédures logistiques, rapports de maintenance. Mais derrière ces documents banals, elle sentait autre chose, un test de crédibilité. On voulait voir si elle pouvait encore parler comme une officier devant des hommes de grade, sous le regard scrutateur de l'amiral. Les nuits suivantes furent consacrées à la préparation. Camille rédigea des notes, traça des schémas, relut ses anciens carnets qu'elle avait gardés en cachette. Elle s'exerça à voix basse, seule dans son salon, reformulant ses analyses avec le ton qu'elle avait autrefois devant ses supérieurs. Ses phrases étaient brèves, claires, tranchantes. Pas de bavardage, pas de remplissage. Chaque mot devait porter. Elle se força aussi à renouer avec certains réflexes abandonnés. Tenue impeccable, posture droite, regard assuré. Devant son miroir, elle répéta jusqu'à ce que son corps se souvienne. Au bout de quelques jours, elle ne voyait plus l'employé civil de Toulon. Elle voyait l'officier qu'elle avait été, celui que l'État avait effacé, mais que l'amiral venait de rappeler à l'existence. Ses sacs d'urgence restaient prêts, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas envie de fuir. Elle voulait affronter cette convocation. Elle voulait prouver qu'elle n'était pas un fantôme, mais encore une combattante. La veille du bref, elle dormit à peine. Dans l'obscurité, elle observait son tatouage, se souvenant de la promesse de Brest. Elle murmura les noms de ses camarades comme pour leur demander force et courage. Martin, Aurore, Delaunay, tous invisibles, peut-être morts, peut-être exilés. Mais à travers elle, ils seraient encore présents. Le lendemain, un message officiel confirma la réunion. Le lieu n'était pas précisé dans les circuits habituels. On l'informa qu'une voiture viendrait la chercher à l'entrée secondaire de la base. Ce détail confirma ce qu'elle savait déjà. Ce n'était pas une simple réunion logistique. C'était un rendez-vous en dehors des protocoles ordinaires, réservés à ceux qui vivaient dans les marges. En montant dans la voiture, une berline banalisée, Camille sentit son cœur battre comme aux portes d'une mission. 15 ans plus tôt, elle aurait ressenti la même adrénaline en embarquant sur un Zodiac de nuit. Cette fois, ce n'était pas l'eau sombre qui l'attendait, mais une salle éclairée, des regards perçants et une question muette. « Qui êtes-vous encore, Camille Durand ?» Elle inspira profondément, raffermit sa posture et se prépara. Le jeu venait de recommencer. La berline noire traversa la base en silence, longeant les hangars puis bifurquant vers une aile isolée, rarement fréquentée par les civils. Camille Durand observait le paysage par la vitre, mais sans rien laisser paraître. Ses yeux notaient chaque détail,
Les angles morts, les patrouilles, la position des caméras. 15 ans de réflexe ne s'effaçaient pas. Le véhicule s'arrêta devant un bâtiment discret, sans enseigne, ni insignes officiels. 2 officiers en uniforme l'attendaient, droits comme des statues. L'un d'eux ouvrit la portière et l'invita à descendre. Aucun mot n'était nécessaire. Camille sortit, sa démarche mesurée, le regard calme. À l'intérieur, un couloir sombre menait à une salle de réunion. Le contraste était brutal. Une grande pièce lumineuse, mur blanc, table ovale, dossier impeccablement aligné. Autour, 6 officiers l'attendaient, tous d'un grade supérieur. Et à la tête de la table, assis, l'amiral Jean-Baptiste Dupont. « Asseyez-vous, Madame Durand, » dit-il simplement. Elle prit place, posant ses mains jointes devant elle, dans une posture maîtrisée. Les regards convergèrent sur elle, certains curieux, d'autres méfiants. À leurs yeux, elle n'était qu'une civile appelée à commenter des chiffres. Mais Dupont savait. Et il voulait que les autres le découvrent à leur tour. Un officier prit la parole en premier, lisant un rapport d'une voix monotone. Puis vint son tour. Dupont leva les yeux vers elle et hocha légèrement la tête. « Madame Durand, présentez-nous vos conclusions. » Camille inspira lentement, ouvrit le dossier et commença. Au départ, sa voix était mesurée, presque prudente. Elle décrivit l'état du matériel, pointa les défaillances, souligna les écarts de maintenance. Mais rapidement, ses mots prirent une autre couleur. Les phrases s'affermirent, les analyses se firent plus précises. Elle ne se contentait plus de commenter des tableaux. Elle expliquait, elle anticipait, elle recommandait. Ces détendeurs, dit-elle en désignant une page, supportent théoriquement une pression de 30 bars. Mais en conditions réelles, avec l'humidité et les dépôts d'eau salin, la marge se réduit à 25. Au-delà, le risque d'hypercapnie devient trop élevé. Les officiers échangèrent des regards surpris. Peu de civils connaissaient ces termes, encore moins pouvaient les expliquer avec une telle précision. Elle continua, implacable. Concernant les combinaisons étanches, leur entretien actuel est insuffisant. Si vous plongez à plus de 40 mètres dans une eau à 8 degrés, vous perdez 10% de mobilité en 15 minutes. Cela peut suffire à condamner un opérateur. Sa voix se durcissait, prenait le ton d'un rapport opérationnel. Les officiers se penchaient, prenaient des notes. Même les plus sceptiques comprenaient qu'ils n'avaient pas affaire à une simple employée civile. Puis elle se surprit à donner un exemple vécu. Lors d'un déploiement prolongé, ajouta-t-elle, avant de s'interrompre une fraction de seconde, nous avions constaté, elle rectifia aussitôt, on constate en général que la condensation s'accumule dans les bottillons. Cela compromet la résistance thermique après 1 heure. Personne ne releva la nuance, sauf l'amiral Dupont, dont le regard brilla d'une satisfaction discrète. Le temps passa sans qu'elle s'en rende compte. Quand elle conclut, la salle était plongée dans un silence attentif. Ses mains restaient parfaitement immobiles, son dos droit, sa voix claire. Elle venait de livrer non pas une présentation civile, mais un véritable briefing militaire. Dupont rompit le silence. « Merci, Madame Durand. Votre rapport dépasse nos attentes. » Il ne dit rien de plus, mais le poids de ses mots résonna dans la salle. Les autres officiers hochèrent la tête, certains impressionnés, d'autres intrigués. Camille referma son dossier avec calme, mais à l'intérieur, son cœur battait à toute vitesse. Elle venait de franchir une ligne. En un seul briefing, elle avait révélé ce qu'elle était encore capable de faire. Et elle savait que Dupont n'en resterait pas là. La réunion s'acheva dans un silence pesant, ponctué seulement par le froissement des dossiers que l'on refermait et les chaises que l'on repoussait. Les officiers quittèrent la salle un à un, échangeant des regards lourds de sous-entendus. Certains, manifestement impressionnés, hochèrent la tête en signe de respect. D'autres, plus prudents, jetaient à Camille des regards méfiants, comme si elle venait de franchir une frontière qu'ils ne comprenaient pas encore. Camille resta immobile, ses mains jointes sur la table, attendant que la pièce se vide. Elle savait que le véritable moment n'était pas le briefing lui-même, mais ce qui allait suivre. Quand la porte se referma sur le dernier officier, il ne resta plus qu'elle et l'amiral Dupont. Le silence dura quelques secondes. Dupont, debout près de la fenêtre, observait la rade de Toulon, où les silhouettes sombres des navires se découpaient contre le ciel du soir. Il finit par se tourner vers elle. « Vous n'avez pas perdu la main » dit-il calmement. Camille soutint son regard sans répondre. Elle n'en avait pas besoin.
Il savait que ce qu'il avait vu n'était pas un hasard. 15 ans d'ombre, reprit-il, et pourtant, vos réflexes, vos analyses, vos mots, tout est intact. Ce que vous avez montré aujourd'hui, aucun civil ne pourrait le produire. Vous le savez, et moi aussi. Il s'approcha lentement, ses pas résonnant faiblement sur le sol de la salle. Vous avez été effacé des registres, comme tant d'autres, mais vous n'êtes pas effacé de l'histoire, pas de la mienne en tout cas. Camille inspira profondément. Ses doigts se crispèrent une seconde, mais sa voix, lorsqu'elle répondit, resta posée. Pourquoi maintenant ? Pourquoi me ramener à la surface après tout ce temps ? Un mince sourire étira les lèvres de Dupont. Parce que le monde a changé. Les menaces ne sont plus celles que vous avez combattues, mais elles exigent des gens comme vous. Des gens qui savent agir dans l'ombre, sans attendre les ordres écrits. Il marqua une pause, son regard se durcissant. Et parce que, malgré tout ce qu'on vous a fait, vous êtes resté fidèle à votre serment. Camille baissa brièvement les yeux vers son avant-bras. L'encre, floue et usée, brillait pourtant dans la lumière froide de la salle. Elle comprit qu'il l'avait vue, non pas comme un vestige, mais comme une preuve vivante. Dupont reprit, d'une voix plus basse. « Je ne vous demande pas de décider tout de suite. Officiellement, vous resterez ce que vous êtes, une employée civile, invisible. Mais officieusement, je vous proposerai bientôt un choix. Rester dans l'ombre ou redevenir ce que vous avez toujours été. » Le silence retomba. Camille sentit son cœur battre avec une intensité qu'elle n'avait plus connue depuis Cybus et Mission. Elle avait voulu disparaître, survivre loin des projecteurs. Mais en cet instant, elle comprit que cette survie n'était qu'une attente, et que peut-être, oui, elle voulait redevenir celle qu'elle avait été. Dupont s'avança encore, jusqu'à se tenir juste devant elle. Son regard accrocha le sien, ferme, inébranlable. La partie ne fait que commencer, Madame Durand. Puis, il tourna les talons et quitta la salle, la laissant seule avec ses mots. Camille resta assise un long moment, le souffle court. Dans ses veines coulait de nouveau cette adrénaline qu'elle croyait oublier. Elle releva lentement sa manche et observa son tatouage. L'encre semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Elle murmura, presque pour elle-même, « Alors, que la partie commence. » Si l'histoire de Camille Durand vous a plu, dites-moi en commentaire si vous voulez une suite. Mettez un like, abonnez-vous et allez voir l'histoire précédente. Vous allez l'adorer.